personnes, c'est pas grand-chose, mais il est très haut parce que c'est beaucoup qui meurent pile les mêmes semaines, quoi. Au final, les nombres de personnes mortes, on va dire au printemps, c'est beaucoup plus faible que des personnes mortes qui sont mortes, par exemple, en février 2017. Hein. C'est beaucoup plus large ici, c'est un peu moins haut, mais c'est beaucoup plus large. Bref, donc là, on a un pays qui confine, la France, et qui a un beau pic de décès. Juste à côté, je vous mets l'Allemagne, qui a aussi des morts, hein, l'hiver, à peu près du même ordre que la France, on verra pourquoi, peut-être, si on a le temps. Et vous avez l'Allemagne qui ne confine pas et qui n'a pas la moindre trace de quelque chose de grave qui se passe pendant ce temps-là. Donc vous avez un pays qui confine et qui a plein de morts, et un pays qui ne confine pas, qui est son voisin, hein, l'Allemagne, et qui n'a pas de morts. Ce qui nous donne un résultat scientifique extrêmement solide, à savoir que le coronavirus est un virus qui aime le vin rouge et la baguette et qui déteste la bière et la choucroute. Absolument aucune cohérence dans cette histoire. On a des pays qui sont parfaitement voisins, qui ont des échanges ou qui n'ont pas d'échanges entre eux. On a des coronavirus qui sautent les frontières, pouf, pour aller en Suède, là, sans passer par le Danemark et l'Allemagne. Il n'y a rien qui va. Et on a 300 personnes qui ont fait des AVC comme d'habitude, toutes les semaines en France, et qui ne sont pas allées aux urgences, et donc ils sont morts. Ce qui veut dire qu'on a 600 personnes toutes les semaines minimum pendant le confinement qui n'ont pas été traitées alors qu'elles avaient des pathologies mortelles. Ce qui sauve les gens quand on a un infarctus, c'est de ne pas être tout seul. On se tient le bras gauche, on est tout blanc, et si on a un voisin, un ami, un proche qui se rend compte, il appelle le 15 et on peut s'en sortir. Les petits vieux français des EHPAD ont tous été déclarés comme décédés du Covid. Qui avait des petits avantages fiscaux et monétaires en bout, hein, ça marche vachement bien. Et donc voilà, on n'aurait pas d'autre chose. Pareil, il n'y avait plus de crise cardiaque, d'AVC, il n'y avait plus d'embolie pulmonaire, que sais-je, ce qu'on mettait comme décès naturel, etc. Ça n'existait plus, tout le monde mourait du Covid. Bon, déjà c'est marrant. Alors pour faire ce graphique-là, il faut télécharger des données de Santé publique France qui ont depuis été masquées. Alors, moi je l'ai montré il y a longtemps ce graphique, ils ont masqué toutes les données, ils les ont foutues à la poubelle. Donc il faut se débrouiller pour aller dans les archives du web pour retrouver ces données-là et me prouver que j'ai raison. J'ai mis dans le livre comment est-ce qu'on fait pour y accéder. Ils sont tellement pas fiers de ça que maintenant ils mettent sous le tapis. C'est-à-dire de leur proposer du palliatif. Et que ce serait la seule chose qu'on proposerait à ces personnes âgées. Et il s'est trouvé quelque chose en Europe, et même dans le monde, c'est que la France n'était pas le seul pays à avoir cette stratégie-là, à passer toutes ces personnes âgées en palliatif. Mais la totalité du monde occidental l'a fait, et notamment les anglo-saxons. Et pour mettre les gens en palliatif en France et dans le monde, on utilise une molécule qui s'appelle le midazolam. Or, en France, on s'est retrouvé en pénurie de midazolam, puisque les Anglais, les Américains et les Canadiens ont acheté tout le stock mondial. Ce qui donne une idée du nombre de personnes à qui ils ont injecté du midazolam. Et donc le décret du 28 mars 2020, il vient en aide à celui du 21 en disant, vu qu'il n'y a plus de midazolam, vous serez autorisé à utiliser du Rivotril. Rivotril qui est un antiépileptique, qui n'est pas là pour, on va dire, même diminuer la douleur, c'est là pour abrutir. Et donc quand vous avez une personne en difficulté respiratoire, 2 doses de Rivotril, elle est partie. Beaucoup moins d'autres décès enregistrés, et il y a tout un tas qui sont maintenant enregistrés dans le cas Covid. Bon, il y a quand même un peu trop de décès, là ça va pas très bien, mais en blanc c'est la somme des deux ici. Donc il y a un peu trop de décès sur la période du premier confinement, il y a 7000 décès. Bon, 7000 décès sur 4 semaines, sachant qu'il décède 1000 personnes par jour à l'hôpital, c'est pas grand chose sur le total. Mais c'est un peu quand même. Donc il y a 7000 décès en trop à l'hôpital. Donc pareil, on va pas faire comme les instituts qui disent c'est forcément le Covid, on se pose la question de quoi sont morts ces gens-là, sans prétendre le savoir. 7000 décès en trop. Et alors là, on a un rapport de Cochepez et Fontanet, donc 2 membres du conseil scientifique français, donc c'est pas c'est pas des complotistes. Voilà. Ils sont directement dans le conseil scientifique. Ils ont publié un article dans Science, alors là, grande revue scientifique de renommée mondiale. Leur article, c'était pour prouver que le confinement, ça sauvait plein de vies. Vincent Pavant a attaqué au pénal de cet article pour escroquerie, parce que même les formules mathématiques utilisées sont fausses, et donc ça se voit avec n'importe quelle personne qui a fait des maths à bac plus 1 le sait, ce qui est quand même problématique, quand on est publié par Science, c'est qu'on met des formules qui sont fausses, et ils ont même maquillé leurs courbes. Donc personne ne leur a transmis, et puis il n'y a pas des foyers de grippe autour des entreprises de chaîne du froid, ça n'existe pas.
Et donc, il s'est posé la question de pourquoi. Bon, une des possibilités que lui il évoque, c'est la sécheresse de l'air. Parce que plus il fait froid, plus l'air est sec. Et donc, quand l'air est chaud et qu'il est humide, par exemple, la totalité des particules fines, des nanoparticules de pollution dont vous entendez parler, sont encapsulées dans des gouttelettes, donc ça fait des grosses gouttelettes, et quand vous les respirez, eh ben, ça se bloque, ça s'arrête à vos poils du nez, à vos narines, etc. Alors quand l'air est sec, eh bien, les microparticules elles sont libres, et vous les respirez, et ça va tout au fond de vos bronches. Conférence, il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner, au moins 2 fois, et il n'y en a quasiment aucune qui sait ce qu'a promis Pfizer et Moderna avec le vaccin. Ni Pfizer ni Moderna n'ont jamais promis à qui que ce soit que leur vaccin protégeait contre aucune maladie. Alors, on pourra en parler après. Mais ils n'ont pas promis que ça protégeait contre une maladie. Une maladie, c'est des symptômes. Une maladie, c'est être malade. D'accord? Pfizer et Moderna ne disent pas vous serez moins malade avec mon vaccin. Pfizer et Moderna ont dit grâce à mon vaccin, vous aurez moins de tests positifs. C'est tout. Et ce qu'on va voir, c'est que les 2 études Pfizer et Moderna prouvent parfaitement que les vaccinés sont beaucoup plus malades que les autres. Ils ont juste moins de tests positifs. Donc c'est vachement utile de se balader et d'avoir un vaccin qui protège contre un test positif et pas du tout contre le fait d'être malade. Bref. C'est les tests qui font foi. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de manières de gruger. Autant les symptômes, on peut se dire, bon, si les gens ne sont pas bien, on peut le compter. Quand c'est des tests, il y a plein de manières de gruger pour s'arranger avec les résultats. Bon, la manière la plus simple, c'est de ne pas tester. Testez pas les vaccinés. Et dans ces cas-là, vous avez des vaccins qui fonctionnent. Et comment vous ne testez pas les vaccinés? Eh bien, les 2 études, Pfizer-Moderna, sont déclarées comme étant en observer blinded. Normalement, les études sont en double aveugle. C'est-à-dire qu'on fait un essai clinique dans lequel on prend la moitié des personnes qui vont recevoir le vaccin, l'autre moitié qui reçoivent le placebo, vaccin ou n'importe quoi, le médicament, les autres le placebo, et ensuite personne dans le laboratoire ne doit savoir qui fait partie de quel groupe. Absolument personne. C'est juste à la fin, quand on fait les statistiques, que là, les personnes qui font les statistiques, qui sont normalement des boîtes qui sont vérifiées, etc., tout est normalement logué, etc., là, le secret tombe pour ces personnes-là pour faire les statistiques. Et auparavant, personne ne doit savoir. Ben là, il y a plein de monde qui savait. C'est du observer blinded. Donc, dans les laboratoires, il y a tout un tas de gens qui savaient qui était vacciné, qui n'était pas vacciné. Ça pose problème. Emmerdé chez Pfizer parce que dans l'étude Pfizer, à la fin de l'étude, il y a 15 morts chez les vaccinés et seulement 14 chez les non-vaccinés. Ça, c'est pas de bol. Donc, bon, si on est vacciné, ça ne protège pas de ne pas mourir. Globalement, c'est pas terrible. Il y a même plus de morts chez les vaccinés que chez les autres. Et c'est en considérant qu'ils n'ont pas triché. Moderna, c'est 16 partout. Bon, 16 partout, balle au centre, on fait un match, les gars. Donc il n'y a absolument aucun intérêt de ce vaccin pour qui que ce soit concernant, on va dire, l'état le plus grave qu'il y a d'une maladie, c'est-à-dire de décéder. Moderna, c'est la même chose. Et on va s'intéresser aux résultats de Pfizer en détail. Pour les résultats de Pfizer, je vous conseille le livre de Christine Coton, Tous vaccinés, tous protégés, parce qu'elle le détaille vraiment très profondément, tous les écarts qu'il y a. Je vous en proposais quelques-uns. Certains que moi, je savais en lisant l'étude Pfizer, mais Christine va plus loin parce qu'elle montre qu'ils ont respecté absolument aucun protocole qui est normalement utilisé dans les essais cliniques. Donc Christine les attaque sur le non-respect du protocole, ce qui devrait normalement mettre tous ces gens-là en taule. Ouais, absolument. Voilà. Moi, je les attaque uniquement sur l'aspect statistique que moi je maîtrise, et pas sur l'aspect protocolaire. Enfin, sauf le fait de ne pas respecter le secret. C'est ça quoi. Bon, c'est un peu gros. Pourquoi est-ce qu'on a vacciné tout le monde? Eh bien parce que Pfizer a dit son vaccin il est hyper efficace, il a 95% d'efficacité. Pourquoi 95%? Parce qu'au bout des 3 mois de suivi là, des personnes, ils ont dit des personnes prétendument avec des symptômes du Covid, mais surtout qui ont un test positif, on en a trouvé 8 chez les vaccinés contre 162 chez les placebos. C'est-à-dire qu'on prétend vacciner toute la planète parce qu'on a trouvé 8 contre 162. C'est parfaitement ridicule comme chiffre. C'est parfaitement ridicule. Donc c'est-à-dire qu'au bout de leurs 3 mois de suivi, là, ils ont trouvé 170 tests positifs sur 40 000 personnes suivies. Donc j'ai une question, elle est où la pandémie? Au bout de 3 mois de suivi sur 40 000 personnes, vous avez 170 tests positifs. L'étude de Pfizer, on peut la remercier pour avoir prouvé elle aussi qu'il n'y a aucune pandémie nulle part.
C'est vraiment le résultat principal. Et quand il y a des nombres de morts qui sont 14, 15 ou 16 chez Moderna pour le même nombre de personnes, eh bien, il n'y a pas de pandémie mortelle non plus, nulle part. Ah oui. C'est pour ça qu'on a dit que le vaccin n'est pas efficace ces 7 premiers jours, parce que si jamais on le prenait en compte dans l'étude, ben on montrait tout de suite que le vaccin ne servait à rien. Du coup, c'est une bonne manière de s'arranger avec les statistiques. Ah merde, ils sont tous positifs là, ou ils sont tous malades, bah du coup on va pas compter. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un vaccin efficace. Il faut choisir la bonne période de contrôle. On a fatigue, fièvre, frisson, myalgie, maux de tête, diarrhée, nausée. Et alors là, s'il y a bien un truc qu'a prouvé Pfizer, c'est que son vaccin, il rend significativement malade. Donc ça, vous en êtes sûr. Vous lisez l'étude de Pfizer, vous savez que significativement, vous allez rendre votre population malade. C'est vraiment l'effet, là, il n'y a pas à douter. Hein. Par exemple, la fatigue, voilà, il y a 1000 personnes qui ont été vaccinées, qu'on les ont déclarées contre seulement 250 placebos, 1000 fièvres contre 61, 1000 frissons contre 87, 1000 myalgies contre 100, 1000 maux de tête contre 300, 200 diarrhées contre 150 et 200 nausées contre 60. Vraiment, c'est sûr, ça rend malade. Ici, vous avez pour Pfizer, au début de l'étude, il y a 43 000 personnes, 43 651. Ben, jusqu'au bout, quand on arrive à la fin de l'étude, il n'y en a plus que 40 200. Ils ont quand même évincé plus de 3 000 personnes de l'étude. Ils n'ont pas évincé n'importe qui. Les vaccinés, ils en ont évincé 1800, et les placebos, seulement 1600. Ah ben, c'est intéressant, ils ont viré 200 vaccinés de plus que de placebos. Ça, c'est pas du hasard, c'est pas possible. Donc pourquoi 200 de plus? Alors l'efficacité, c'était 8 contre 162, hein. Donc si on a viré 200 tests positifs qui nous embêtaient, ben on a un vaccin qui est vachement efficace. On a juste viré les tests positifs. Donc pour avoir un vaccin efficace, on ne teste pas les vaccinés, ça c'est la base. Hein. Il y en a qui oublient qu'ils les testent quand même, et quand on a un vacciné testé positif, on peut toujours le dégager de l'étude. Je dis ça pas pour rien, on en parlera après, mais Augusto Roux, qui a été viré de l'étude, hein, il a eu des effets indésirables graves suite à la vaccination, voilà, il est dégagé, il n'est plus dans les statistiques. C'est non vacciné. C'est un exemple fictif, vous imaginez. Donc, dans mon pays, je vais faire que toutes les personnes doivent se tester avant d'aller pisser, ce qui est relativement pénible. Et ce qui fait que dans mon pays de 1200 personnes, assez rapidement, il y a 1000 personnes qui se font vacciner parce qu'elles en ont marre, et qu'il ne reste que 200 personnes qui sont non vaccinées. Donc comme elles sont obligées de se tester à chaque fois qu'elles vont pisser, ça veut dire que dans un certain laps de temps, je vais réussir à tester 8 personnes sur 10. Alors que ce qui fait 160 tests réalisés sur 200 personnes. Alors que chez mes vaccinés, il n'y a que ceux qui adorent se faire curer le nez gratuitement qui y vont, et donc il n'y a qu'une personne sur 10 qui se teste, ça fait 100 tests réalisés. Donc là, je vais vous faire un deuxième effort d'imagination. Vous allez imaginer que le test est parfaitement bidon et que le vaccin ne sert rigoureusement à rien. C'est pour l'exemple, vous imaginez. Ce qui veut dire qu'il y a 10% de positivité pour tout le monde, puisque de toute façon, ça ne sert à rien et que le test est bidon. Eh bien, 160 tests réalisés chez mes non-vaccinés, ça fait 16 tests positifs. 100 tests réalisés chez mes vaccinés, ça fait 10 tests positifs. Et donc là, je suis un élève sérieux. Je vais donc faire comme la totalité des agences gouvernementales et instituts qui ont étudié l'efficacité vaccinale. Je vais rapporter mes tests positifs à ma population initiale. 16 tests positifs sur 200 personnes non vaccinées, ça fait un ratio de 80 positifs sur 1000. Alors que chez mes vaccinés, j'ai un ratio de 10 positifs sur 1000. 80 pour 1000 contre 10 pour 1000, ce qui fait un taux d'efficacité vaccinale de 95%. Tadam! Bravo. Merci. Ouais. Le Covid Tracker, etc., dans lequel il prend les statistiques du ministère de la Santé. Même le ministère de la Santé a mis en place un système spécialement pour lui, pour qu'il puisse récupérer les données et faire des graphiques, dont celui-ci. Et ce graphique-là, en un seul graphique, il détruit la totalité de l'escroquerie des tests et des vaccins sur un seul graphique, et ça vaut bien une médaille du mérite, je trouve. Ah ouais. Je lui ai écrit pour lui dire, d'ailleurs, plusieurs fois, je le remercie parce que je me sers de son graphique dans toutes mes conférences. C'est parfait. Il a répondu? Non, il n'a jamais répondu. Alors, il a déjà parlé de moi comme étant un escroc, mais à chaque fois qu'il parle de moi, je le remercie vivement et je lui remets son graphique. Je lui dis merci. Bref. Du coup, on a quoi? On a les fameux taux de positivité, là, chez les non-vaccinés qui sont en orange,
Chez les vaccinés, une dose, on ne va pas les commenter, qui sont en bleu clair, les 2 doses en bleu foncé, et les 3 doses en noir. Bon, ça, c'est une bêtise dans les chiffres, hein. C'est toujours sur le site, mais bon, bref, je ne sais pas pourquoi il y a cette donnée-là. Il n'y a pas de 3 doses à ce moment-là. Bref, c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir voir ce qui s'est passé en France depuis le début de cette histoire. Et donc, le pass sanitaire a été mis en place en France le 12 juillet 2021, c'est-à-dire ici. Donc, on est en plein été, comme aujourd'hui, les Français sont en vacances, et ils sont obligés, pour aller au camping, à la piscine, au resto, au cinéma, d'avoir réalisé un test pour prouver qu'ils ont un test négatif s'ils ne sont pas vaccinés. Et donc, fatalement, il y a une ruée sur les tests. Et donc, s'il y a une ruée sur les tests, eh bien, il va y avoir une augmentation du nombre de tests réalisés et donc du nombre de tests positifs. C'est tout à fait normal. Sans être à cause de vous, qu'il n'a pas de symptômes, il y a des chances. D'ailleurs, ces personnes-là, au bout de 15 jours, sont considérées guéries de la non-maladie qu'elles ont eue. C'est-à-dire qu'avant, elles n'avaient pas de symptômes, mais 15 jours après, elles vont beaucoup mieux. Elles sont même considérées, plus que ça, puisqu'elles sont considérées immunisées contre la non-maladie qu'elles ont eue. C'est-à-dire que leur absence de symptômes, elles ne rattraperont plus tard. Donc si jamais il y a 15 jours vous aviez déjà pas de symptômes, la maladie que vous aviez, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce que vous êtes immunisé contre les symptômes de 15 jours. Bon. Fait un joli cadeau, fin 2021, aux vaccinés. Il annonce, putain les vaccinés vous faites chier, j'ai encore plein de doses sur les bras. Non, c'est pas ça qu'il dit, pardon. C'est pas ça. Il dit, la science me dit que le vaccin n'est plus efficace au bout de 6 mois. Et donc, tous les 2 doses, vous serez bien gentil d'en faire une 3e, sinon je vous suspends votre passe. Ça vous apprendra. Et bien, à partir de cette date exactement, donc les Français qui ont 2 doses, bon, il y a une majorité pour qui les vaccins ça n'a rien fait, mais il y en a aussi certains qui ont été cognés assez fort, ou bien qui ont vu d'autres gens se faire cogner assez fort par les vaccins, qui n'ont pas du tout envie de recevoir une dose sûre et efficace, et qui se ruent tous sur les tests. Et donc c'est les bleus foncés, les 2 doses, ils se ruent tellement sur les tests qu'ils deviennent encore plus positifs que les non-vaccinés. Bon, en plus, la folie Omicron, on en parlait tout à l'heure, hein. Omicron, c'est juste un changement de protocole de test qui a fait passer tous les tests à 30% de positivité, donc quasiment tout le monde était positif. Ce qui était pratique, hein, vous alliez faire votre test et puis vous tombiez sur un test positif, ça faisait 2 semaines de rallonge. Et surtout que pour en plus les doubles doses c'était gratuit, hein, donc ils sont foncés sur les tests, ils étaient encore plus positifs que les autres. Ce qui a un peu emmerdé le ministre de la Santé, parce qu'il avait quand même des vaccinés de doses qui étaient encore plus positifs que les non vaccinés. Donc sur les plateaux télé, il demandait, vous avez un vaccin qui protège moins bien que si on n'est pas vacciné? Donc évidemment non, vous voyez bien, les 3 doses sont moins positifs. Alors oui, les non vaccinés sont moins positifs, mais ça veut dire, surtout quand on a 2 doses, il faut absolument en faire une 3e, c'est ça qui est le plus protecteur. Bon. Et le médecin qui dit, d'accord, vous avez les symptômes? Non. Ben ça tombe bien parce que moi j'ai pas de traitement. Ben, merci docteur, ça va beaucoup mieux. Ça illustre quand même bien le problème qu'avait cette personne de vouloir un truc pour lequel, de savoir s'il était positif d'un truc sur lequel il était vacciné 3 fois et sur lequel de toute façon ça ne change rien à sa vie. En plus c'était un traité, il n'y avait pas d'intérêt à... Bref. Bon, je vous ai dit en début de conférence que l'escroquerie avait duré 2 ans pile. L'escroquerie a démarré en mars 2020. Je ne vous montre pas toute la démonstration ici, mais c'est en mars 2020 qu'ont été mis en place toutes les règles administratives pour commencer à compter du Covid. À l'hôpital, dans les EHPAD, etc. Les règles de comptage Covid démarrent en mars 2020. C'est là que démarre l'escroquerie statistique Covid-19, la fraude statistique Covid-19. Et l'escroquerie s'arrête en mars 2022. On est en mars 2022, ils annoncent une règle, et là, du coup, j'annonce à tout le monde autour de moi, l'escroquerie est terminée, le Covid, ça va s'arrêter. Cette règle qui est tombée en mars 2022, eh bien, c'est tout simplement la fin du pass vaccinal. À la date même de la fin du pass vaccinal, on a vu tout de suite les résultats arriver, à savoir que les non-vaccinés n'avaient plus besoin de se tester et sont devenus les moins positifs. Un peu plus positifs que eux, ce sont devenus les 2 doses.
ceux qui gratuitement encore pouvaient se faire tester pour choper une semaine de vacances. Donc là, on est au mois d'avril, voilà, il fait beau, on peut commencer à faire son jardin. Un petit test dans le nez, un test positif, pof, une semaine de congé au frais de la princesse. Puis oui, bah, allô les gars, je suis désolé, j'ai pas boulot, j'ai le Covid, là, une maladie mortelle dont je vais pas me remettre, je porte mes patates pour l'année prochaine. Pharmacovigilance, et dont on ne parle pas. Ici, vous avez les résultats donc ça date d'il y a un an, 2021, ça a un peu évolué depuis, parce qu'il y a eu plus de gens vaccinés évidemment. Ça, ce sont les effets indésirables remontés il y a un an à la pharmacovigilance européenne. Donc, par exemple, vous voyez, péricardite, il y a un an, il y avait déjà 16 000 péricardites remontées, 18 000 myocardites, 17 000 embolies pulmonaires, 37 000 thromboses au niveau européen, et même des personnes qui sont décédées suite à la vaccination en disant que c'est à cause de la vaccination, c'est-à-dire des gens qui font l'effort de faire ça, c'est plutôt qu'ils étaient en bonne santé avant et qui décèdent d'un coup à cause de ces cochonneries. On était déjà à 28 000 à la fin de l'été dernier. Aujourd'hui, on est à 36 000 à peu près, rien que pour l'Europe. Faut remonter la pharmacovigilance. Big Pharma dit, d'après les études que nous avons réalisées et qui sont réalisées de manière scientifique, nous savons que quasiment personne ne fait l'effort de déclarer ses effets indésirables. Et nous le savons pertinemment. Et nous savons donc que le vrai chiffre d'effets indésirables, qui sont réellement dus à nos médicaments, ce sont ceux qui sont déclarés x 10. Big Pharma dit qu'il faut prendre ces chiffres et multiplier par 10 pour connaître le nombre réel de ce qui est imputable au vaccin. C'est public. Vous n'avez aucun politique, autorité sanitaire ni rien qui le répète, et pourtant c'est public ce chiffre-là. Les experts du domaine, qui sont plutôt du côté, on va dire, des patients, disent que c'est plutôt x20, voire x100. Donc quand je dis x10, je prends les chiffres Big Pharma, qui sont les plus bas. Et donc c'est-à-dire que Big Pharma estimait déjà en juin 2021 que rien qu'en Europe, il y avait près de 300 000 décès dus à ces vaccins, et aujourd'hui on serait plutôt à 350 360 000, rien que pour l'Europe. Et c'est selon Big Pharma. Pour les nombres de décès remontés à la pharmacovigilance après les vaccins aux États-Unis, en bleu vous avez les décès depuis 30 ans, depuis la somme de toutes les vaccinations et jamais réalisées aux États-Unis, et ils sont jusqu'à 42 vaccins pour les gamins, hein, les Américains. Ils y vont costaud. Hein. Et là, en rouge, ce sont les décès seulement suite à la vaccination anti-Covid. Voilà. Quand mon bouquin est sorti, il y a Le Parisien qui a écrit un pamphlet contre mon livre et qui a interrogé un spécialiste de l'EMA, l'Agence du médicament européenne, en disant voilà ce que dit Chaillot. Il a dit mais Chaillot raconte n'importe quoi, évidemment qu'on arrêterait la vaccination si c'était dangereux, on sait que c'est efficace. Et d'ailleurs on ne voit aucun signal statistique. Aucun signal statistique. Et moins ça se voit, hein, parce qu'il y a tellement de décès sur les personnes très âgées qu'il faut quand même y aller très fort pour que ça laisse un impact. Alors que chez les jeunes, comme ils ne meurent pas, il suffit d'un petit quelque chose pour voir un petit pic. Bon, on peut me reprocher de faire un modèle, et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cumulé les décès en France pour les 15-24 ans pour se rendre compte. J'ai des réalités. Je ne fais pas 1er janvier, 31 décembre. Je démarre l'année au 1er juillet et je termine au 30 juin. Et donc là, on a les années de la grande pandémie Covid chez les 15-24 ans. Donc 2019-2020 et 2020-2021. Là, les jeunes ne sont pas vaccinés, c'est très dangereux parce qu'il y a le Covid qui circule, qui tue tout le monde. Et là, vous voyez qu'au bout de ces années-là, hein, c'est les 2 années les moins mortelles jamais enregistrées pour les 15-24 ans. Hein. Voilà. Quand il y a le virus méchant qui fait une hécatombe et que nos jeunes ne sont pas vaccinés et pas protégés, ben là, ils meurent plus tôt que d'habitude. Mais heureusement, la situation s'inverse. À partir de l'été 2021, ils sont vaccinés. Et là, vous voyez, pof, ça, c'est les anciennes années. Hein. Donc là, on a la mortalité des 15-24 qui est largement passée au-dessus des années du passé. Et donc là, on a un problème. Hein, de surmortalité des 15-24 ans sur l'année 2021-2022 à partir de juillet. Donc c'est pas du tout public. Il faut être habilité et on peut les sortir, ils veulent pas. Il y a 2 pays qui ont sorti des données de décès de toute cause selon le statut vaccinal. Le premier, c'est l'Écosse, qui ont sorti les données, ils ont tout de suite trouvé qu'en fait les vaccinés meuraient plus que les autres, et ils ont dit oh merde, et ils ont supprimé les données, donc il n'y a plus de traces après. Voilà. Ils ont dit oui, mais montrer ces statistiques, ça fait parler les complotistes, alors du coup on ne veut pas. Très bien. Et deuxième, c'est les Anglais. Je le montre dans le livre. Ils ont montré les statistiques d'abord qui montraient que les vaccinés meuraient plus que les autres.
Et donc, et ça n'a pas fait de bruit dans la presse, alors c'est complètement fou. Enfin, montrer les statistiques qui disent tiens, les vaccinés meurent plus maintenant. Ah, bon. C'est normal. C'est normal, voilà. Ils ont trouvé des excuses. Ils disent oui, mais c'est sûrement parce que les vaccinés sont plus vieux que les autres, mais statistiques par âge. Oui, bon, c'est des gens fragiles. Bref. Et du coup, après, ils ont dit ah ben non, on a revu nos calculs et maintenant ils meurent moins. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils avaient revu comme calcul. Il s'en est passé plusieurs. Donc là, sur le graphique français, je ne l'ai pas montré, la cassure se voit très bien au volet du Danemark. Donc le Danemark, ici, c'est un pays qui est, comme en France, les naissances baissaient, on peut toujours se raccrocher à l'idée, oui, ça baisse, mais c'est parce que ça baissait. Le Danemark, lui, c'est intéressant parce que c'était extrêmement stable. Il y a une stabilité quasi parfaite du nombre de naissances chaque mois, et donc ce qui permet de faire la moyenne là, en violet de chaque mois, et puis au-dessus, la courbe de, on va dire, surnaissance en rouge, là, en moitié rouge, et sous-naissance en moitié rouge en bas. Alors vous remarquez qu'il y a une saisonnalité. Comme les décès, il y a des naissances, plus de naissances certains mois de l'année. Donc là, je crois que c'est au mois de juillet qu'ils sont à leur max. Donc vous savez qu'il y a une période de reproduction chez les Danois qui se trouve en automne-hiver. Donc quand vous visitez le Danemark, selon le moment de l'année où vous y allez, vous savez si vous êtes en période de reproduction des Danois ou pas. Vous pouvez choisir au moment. Donc, qui est souvent le signe qu'il y a eu un très grand prématuré. C'est le moment de la vie où on décède le plus avant la grande vieillesse, c'est les premiers jours de vie et c'est souvent les grands prémats. Et là, on voit que voilà, le taux de mortalité, il a explosé, mais vraiment explosé. Ici, c'est le pointillé bleu qui donne la surmortalité, et ici, pointillé rouge, la très grande surmortalité. Il a explosé au mois de juin, c'est ça, 2021. Sachant que l'autorisation de la vaccination des femmes enceintes, sans qu'il n'y ait jamais eu aucun test, c'est mai 2021. Et donc... Bon, imaginons que notre test est vraiment fiable, 95% de fiabilité, d'accord? C'est déjà un très bon test, 95%. Surtout fait à l'œil. Passons, 95% de fiabilité. Eh bien, on utilise les statistiques du ministère de la Santé français, on a 4 catégories quand on fait un test. Soit on a un test positif, soit on a un test négatif, et soit on a des symptômes, soit on n'en a pas. Ça fait 4 catégories. Positif avec symptômes, négatif avec symptômes quand même, positif sans symptômes, négatif sans symptômes. Bon, 95% de fiabilité, ben là j'ai un problème. Parce que si la séquence que je cherche n'existe pas, et que j'ai 95% de fiabilité, je teste toute la salle avec un truc qui n'existe pas, et bien je vais avoir 5% de positif. Alors que ça n'existe pas, c'est juste la qualité du test. Regardez toute l'année 2021, si vous faites l'addition des positifs symptomatiques et asymptomatiques, vous êtes à moins de 5% quasiment toute l'année. C'est-à-dire que statistiquement, le plus probable, c'est qu'on est en train de chercher un truc qui n'existe pas. Et que les personnes qu'on enferme en parfaite santé, ça s'appelle la fiabilité du test. Il ne se passe rien. Et on enferme des gens pour un truc qui n'existe pas. Bon, je suppose que mon test est parfait, et je pose la question, est-il cohérent? D'accord? Il est parfait. Eh bien, je vais regarder si c'est cohérent. Moi, je fais un test, et j'ai un test positif. Que va-t-il m'arriver? Eh bien, réjouissons-nous. En 2021, si j'ai un test positif, eh bien, je suis bien plus souvent sans symptômes qu'avec des symptômes. C'est-à-dire qu'on a un test qui m'indique surtout qu'en fait, je ne suis pas malade. C'est un test qui dit surtout qu'on n'est pas malade. Il faut se réjouir quand on a un test positif, c'est bien. Inversement, j'ai les symptômes du Covid, parce que je sais ce que c'est que le Covid, évidemment, c'est... Bon, bref. J'ai les symptômes du Covid, je fais un test, et ben dans les 3 quarts des cas, mon test, il est négatif. Donc j'ai un super test du Covid qui devient positif quand je ne suis pas malade, et qui, quand je suis malade, est surtout négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la moindre cohérence avec ce test. On a un test qui ne correspond à aucune maladie connue. Vous remplacez le test par un jet de dés. Vous imaginez donc les gens sérieux, tout masqués, tout ça, puis vous rentrez dans le laboratoire, et puis ils vous disent, vous allez lancer un dé, si vous faites un 1, vous avez le Covid. Bon. Et puis quand vous allez au resto, si vous avez un vaccin, vous êtes obligé de lancer le dé. Si vous n'avez pas de vaccin, vous êtes obligé de lancer le dé. Ah merde. J'ai fait l'explication comme ça, et bien en faisant ça, je retrouve toutes les courbes du plateau du Covid.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien eu d'autre qu'une escroquerie basée sur du hasard. Vous allez me dire, oui, mais quand même, regarde Pierre, en 2022, le taux de positivité, il augmente. Hein. Ah ben ça, heureusement, on a bien fait de vacciner, parce qu'avant, on n'avait pas de virus, alors que maintenant... Bon, ben, c'est pas du tout l'arrivée d'un virus. C'est parce qu'en fait, on a changé les règles administratives tout le temps, donc il n'y a rien de comparable là-dedans. Parce que, je vous ai dit, hein, comme on trouve une séquence d'un virus, bon, comme ils ont dit, on a trouvé la séquence du virus, et ensuite tous les laboratoires du monde cherchent la séquence du virus, personne ne l'a jamais retrouvée, mais quand ils ne trouvent pas, ils trouvent quand même. Donc quand ils trouvent un truc qui ne ressemble pas, ils disent, ben ça c'est un variant. Donc voilà, l'IHU de Marseille qui trouve le variant de Marseille et tous les autres variants. Et quand ils trouvent un truc qui ne ressemble vraiment pas, ils appellent ça un mutant. Et à chaque fois qu'on trouve un variant et un mutant, eh bien on les inclut dans le protocole de test. Donc bah, plus ça va, plus on teste de trucs. Plus on teste de trucs, bah, plus c'est positif. Donc vous avez un taux de positivité qui va augmenter dans le temps, quasiment. Avec un maximum, ici, à cette période-là, ils ont dit, ah regardez, les Sud-Africains, ils ont trouvé le variant Omicron. Hyper contagieux, tout le monde là. Bah oui, en fait, on est sur un morceau d'ARN que quasiment tout le monde a. Donc en France, on est passé à 30% de positivité. C'est pour ça que tous les deux doses, ils sont aussi allés se faire tester à ce moment-là, et puis moi aussi, parce que c'était tellement positif tout le temps que de toute façon, on n'a pas beaucoup de risques. Hein. Et les Suédois, ils sont montés à 80% de positivité. 80%. C'est-à-dire que les Suédois, ils se regardaient dans la rue, et bah, ils étaient tous positifs, sans qu'il y ait rien. Bon, bah, du coup, ce qu'on appelle Omicron, ça doit être de la chronodée nordique, quoi. Bon, c'est pas la seule règle qui a changé. En plus, en France, là, on a dit, avant, les tests antigéniques devaient être, comment dirais-je, confirmés par PCR, et là, on a abandonné cette règle. Et comme les antigéniques sont plus souvent positifs que les PCR, bah, du coup, on a aussi augmenté le taux de positivité. Ce qui permettait de faire passer la pilule de la troisième dose sur tous ceux qui voulaient l'éviter. Voilà, donc ce test, c'est juste une escroquerie du début à la fin. Et c'est sur le test que sont basés les vaccins.